Mesdames et messieurs, l'actualité à la une, ça évolue, mais la ville de Goma est confrontée à une insécurité grandissante et préoccupante. Et les cas récents, les plus récents d'ailleurs, 3 personnes, 3 jeunes hommes ont été tués dans la ville de Goma et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de suivi. On ne sait pas, ils ont été tués dans quelles circonstances. Les autorités militaires n'ont donné jusque-là pas de clarifications. Les services de sécurité sont pointés du doigt d'être passifs par la population. Mesdames et messieurs, dans cette émission, on va essayer de parler de cette question et voir quelle stratégie les autorités policières et militaires doivent adopter pour essayer un peu de prendre leurs responsabilités à main afin de sécuriser la population et leur bien. Nous sommes dans une période très cruciale avec le terroriste du 23 qui jusque-là n'a pas encore donné leur dernier mot afin de quitter carrément et définitivement le territoire congolais. C'est aussi une insécurité, mais en ville de Goma, c'est vraiment très particulière. C'est la capitale de la province de Kivu. Le professeur Dadi Saleh, que j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission, ils vont parler un peu des stratégies. Professeur Dadi Saleh, bienvenue dans cette émission et comment vous portez? C'est un grand plaisir, je me porte un peu bien parce qu'en ville on ne se porte pas bien. Quand la population ne se porte pas bien, je pense que c'est difficile que nous puissions mieux nous porter. Merci beaucoup. Nous sommes dans une période d'état de siège, mais jusque-là, les tueries continuent dans la ville de Goma. La population ne sait plus à quel saint protecteur se vouer. La population ne comprend plus rien. Il ne sait pas à qui donner ses doléances ou à qui porter ses cris d'alarme. Pourquoi ces cas de tueries continuent dans la ville de Goma? Y a-t-il un problème ou il y a ici un problème de stratégie des autorités jusque-là? Oui, tout à fait. Il y a un sérieux problème. Il n'y a pas qu'un problème. Il y a un sérieux problème. Nous avons un problème structurel. Nous avons un problème stratégique. Nous avons un problème opérationnel. Le problème est grand parce que ça ne part pas des militaires civils. Ça ne part pas des LANER. Je pense que c'est là même où beaucoup de gens se trompent effectivement pour trouver des solutions. Les militaires sont peut-être du doigt de ravir les téléphones et tout. Oui, chacun a sa responsabilité. Oui. Le militaire qui te ravit des téléphones dans ton quartier, il n'est qu'au niveau opérationnel. Vous me comprenez? C'est ces niveaux-là, il y a des erreurs opérationnelles. Vous pouvez avoir un chauffeur, n'est-ce pas, mais qui conduit mal. Et toi, tu l'as envoyé, c'est ton véhicule, etc. Il est travailleur, mais il peut mal conduire et ça pose des dégâts. Nous sommes d'accord, mais franchement, de ce côté-là, c'est du niveau opérationnel. Parce que le niveau stratégique vient au-dessus du niveau opérationnel. C'est-à-dire quoi, effectivement? Là, par rapport à la sécurité ou bien l'insécurité, nous avons 2 grands niveaux. Le premier niveau est macro-sécuritaire. Ce sont des petites notions, mais quand même qui échappent pas mal de fois. On a un problème de macro-sécurité. Et puis nous avons maintenant un problème de micro-sécurité. C'est-à-dire? C'est quoi un problème de macro-sécurité? Le problème de macro-sécurité, c'est-à-dire que ce sont des grands agrégats pour qu'on puisse se dire, est-ce que nous sommes en sécurité? Est-ce que nous pouvons avoir la sécurité? Exemple, pourquoi est-ce qu'une nation peut se dire, parmi les grandes nations du monde, c'est parce que vous détenez l'arme nucléaire? Parce que là, nous parlons de la dissuasion. Oui. Donc, le fait seulement d'avoir l'arme nucléaire, d'avoir une grande dissuasion, là, c'est du domaine macro-sécuritaire. C'est-à-dire, ça ne concerne pas uniquement un agent sécuritaire. Ça va? Les agents sécuritaires, c'est comme en économie, effectivement. Ce sont les ménages, naturellement, qui veulent avoir la sécurité. Ce sont les individus, les personnes, filles et garçons. Ce sont les entreprises. Ça va? C'est ça, l'aspect micro-sécuritaire. Ce sont des notions très élémentaires, mais qui échappent. Or, quand nous parlons de macro-sécurité, c'est pour se rassurer que les agents de micro-sécurité vont avoir les éléments nécessaires sur quoi, ça va, sur quoi se mettre. Je parle de matelas. Exemple, pour l'économie, on parle des monnaies, vous comprenez? On parle des grandes infrastructures. Ça, ce sont des aspects macroéconomiques. Et effectivement, c'est maintenant les agents économiques individuels qui vont utiliser cela et qui vont avoir le bien-être dans la communauté. C'est la même chose. C'est-à-dire que pour que nous puissions avoir la sécurité à Goma, et chaque individu puisse avoir la maman des Katoï, la maman effectivement de la petite barrière puisse avoir la sécurité, il faut qu'il y ait des éléments macro-sécuritaires, des éléments qui garantissent. Un exemple simple, comme je vous ai dit, si nous avions des armes à dissuasion massive, si nous avions effectivement, par exemple, disons-nous, 1000 bombardiers,
ça va, 500 bombardiers, si nous avions une capacité, ça va, de détruire même le Rwanda dans 10 minutes, ça va, avec une armée, si nous avions par exemple 1 million de militaires, je dis bien professionnels, ça va, si par exemple notre budget de l'ANR, ok, d'une façon juste dissuasive, il était déjà du niveau par exemple de 3 milliards, juste le billet. Au fond, vous voyez, l'aspect macro prend en compte ces aspects budget, ces aspects influence, ces aspects effectivement structurels dans ces cadres-là. Donc nous savons effectivement, nous avons l'arme nucléaire, nous sommes bien représentés. Et il y a des gens formés globalement, structure bien établie, armée de 100 millions, plutôt 1 million de militaires, etc. Ça va? Là, déjà, en termes de dissuasion, toute personne, avant d'attaquer, d'insécuriser la République démocratique du Congo, se poserait la question 2 fois. Vous avez compris? Toute personne, avant, je vous donne l'exemple de l'Ukraine, pour qu'on rende les choses un peu plus faciles, compréhensives pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine? Vous pensez que si la Russie n'avait pas des armes à dissuasion massive, et effectivement, cette force de frappe-là, aujourd'hui, comme ça s'est fait avec beaucoup de pays, eh bien, les États-Unis envahiraient déjà la Russie, avec l'Europe, comme ils le font. Comment est-ce qu'on a tué notre héros Kadhafi? Eh bien, parce qu'ils avaient la force, vous me comprenez? C'est pas parce qu'ils avaient raison, parce qu'ils avaient la dissuasion. C'est pas question d'avoir raison, c'est une question de dissuasion. Maintenant, là, les États-Unis peuvent continuer à condamner la Russie, matin, midi, soir, mais ils ne peuvent pas envahir pour l'instant la Russie. Vous comprenez? Parce qu'ils ne se sont même pas encore battus directement. Parce que la Russie, sur le plan macro-sécuritaire, a certaines garanties. Armes à destruction massive, ceci, cela, la structure de son armée, c'est toute la structure des KGB. À l'époque, l'ex-service de renseignement, pour répéter les mêmes mots, ça va? Non, notre ANR doit être l'élément primordial. On ne fait pas la guerre si on n'a pas de services de renseignement de haute portée. Moi je vous assure, moi Dadi Saleh, que nous avons des éléments de l'ANR capables. Ça je peux vous les garantir, mais ils n'ont pas de moyens. Parfois ils ne vont même plus à d'autres formations. Parfois ils n'ont pas les équipements nécessaires. Les mettre en écoute, etc. Oui, parfois, quelquefois, mais en général, il n'y en a pas. Vous comprenez? Donc là, c'est l'aspect d'abord macro-sécuritaire qui est la dissuasion et qui est une structure militaire qui est en place, qui ne dépend pas d'un individu. On a des camps, par exemple, parce que nous parlons de la structure, construction des structures. On a notre camp Munzenze, pas camp Munzenze plutôt. Oui, camp Munzenze aussi. Camp de Rumangabo, on a des camps. Mais des camps, quand vous les voyez, ça va. Nous, c'est des militaires, des bâtiments, etc. Ça va. Tout ça, ça fait partie de la structure militaire. Vous me suivez? La structure de sécurité. Dès que vous parlez de la police, vous vous dites qu'à Goma, la police devait avoir des véhicules de logistique au niveau congolais. Ça va, par exemple, 1000. Est-ce que le problème, ce n'est pas les 2 camps aussi dans une ville? Nous y arrivons. Ça, c'est un autre petit point, n'est-ce pas? C'est un autre petit point structurel, vous avez compris. Ce qui fait qu'il faut mettre les structures quand il faut. Ça, c'est un aspect macro-sécuritaire. Nous sommes tout à fait d'accord. Nous sommes dans l'aspect macro-sécuritaire. Parce que quand nous construisons mal les routes, quand nous mettons les structures de la sécurité là où il ne faut pas, ou bien ça devient obsolète, parce qu'à l'époque, c'était là-bas, c'était peut-être la fin de la ville, il faut bien le dire. Goma, c'était un petit village, ça va avec ces années-là. Mais maintenant, on doit délocaliser. Même les camps Kokolo à Kinshasa, mais ça c'est devenu obsolète. Moi, j'étais là-dedans, mais c'est n'importe quoi, excusez-moi les mots. C'est totalement en ville. J'ai dit totalement, c'est une autre ville dans la ville. Un peu de passoire, je m'excuse pour être direct, parce que j'avais des là-bas et j'y allais presque chaque jour, pendant au moins 2 semaines. Ça va, vous dites, mais ce n'est pas possible! C'est tout le monde qui entre comme il veut, il sort comme il veut, etc. Oui, il y a des contrôles, on est là, mais il y a des poches d'entrée, des petites portes là-bas, il faut donner 500 francs et vous entrez, etc. Donc, on peut espionner très facilement ces camps-là. Je suis désolé de le dire, je suis à la télé, celui qui veut me contredire, il vient me voir. C'est une réalité. Ça va? Donc je demande effectivement que ça soit renforcé. Donc c'est cet aspect macro-sécuritaire déjà qui vous donne la force. L'ennemi même avant de vous attaquer, il sait que non. Quand Kokolo, quand Katindo, quand Munzenze, dès qu'ils sortent, je suis foutu. Dès que les chars sortent de là, je suis foutu. Comment est-ce qu'il va vous attaquer? Il ne va même pas vous attaquer. Ça c'est la dissuasion. Mais maintenant, si nous n'avons pas cette dissuasion-là, nous avons l'uranium. Nous avons presque tout le minerai qui peut faire des armes à destruction massive. Mais on n'a aucune arme à destruction massive.
Et on pense que c'est les États-Unis et la France qui vont nous donner l'autorisation. Non, c'est même ça la philosophie que j'étais gamin. C'est une des propositions que j'ai faites depuis très longtemps. Tant que la République démocratique du Congo ne va pas se doter des armes à destruction massive, on aura des petits voisins qui seront en train de blaguer avec nous. Et qui concocteront des plans, n'est-ce pas, pour enlever, pour tuer nos présidents. Mon frère, un pays qui fait un plan pour tuer votre président, pour tuer vos opposants, Lumumba, ça va, Laurent Désiré Kabila, Kimpa Vita depuis l'époque, là nous parlons de Simon Kimbangu, qui les a tués, on le sait. Pour Lumumba, le complet venu d'où? Mais des États-Unis, de la Maison Blanche, exécuté effectivement par les Belges. Donc j'ai dit, c'est que tout le monde sait, mais nous prenons ça comme des faits anodins. Non, on doit contrôler l'aspect macro-sécuritaire parce que nous en avons les capacités. La République démocratique du Congo, si moi vraiment j'ai une petite chance, devait être parmi les grandes nations dans les centres de dissuasion massive. Il faut le faire, il ne faut pas avoir peur. Parce que certaines personnes ici, ça va, les autorités morales, comme je vous ai dit, hein, ça va, qui n'obéissent qu'à l'étranger. Ah non, nous allons avoir des problèmes avec les États-Unis. Donc, pour eux, ils ne veulent pas que nous puissions être forts parce que nous allons avoir des problèmes avec les États-Unis. Mais c'est quoi cette façon de réfléchir? Mais dites-moi un peu, c'est aussi enfantin que ça, chers téléspectateurs. Comment vous avez des autorités qui ont peur que la République démocratique du Congo soit une nation en termes de macro-sécurité forte parce que les États-Unis ne veulent pas que nous puissions être forts? Oh mon Dieu, mon roi, parce que la France ne veut pas que nous puissions être forts. C'est quoi c'est quel type de leader nous avons? Ça s'est passé depuis 60 ans. Ils ont peur de casser les œufs pour faire les omelettes. La République démocratique du Congo, je vous le promets, et nous allons le faire. Et je n'ai pas demandé aux États-Unis. Je sais qu'il y aura des morts. C'est là où vous avez des péreux qui gouvernent. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous avez des péreux qui gouvernent. Quand Laurent Désiré Kabila a commencé à fabriquer des armes, est-ce qu'il avait besoin de la permission des États-Unis? Nous, les enfants de Goma ici, je me rappelle là, j'étais en train de jouer à Faradja, les bombes, ça va, que quand il y avait les histoires là des 1+4, ça va, il avait fabriqué des bombes, jusqu'aujourd'hui je connais les gens qui ont fabriqué ces bombes là, personnellement, ça va, et bien mais c'était des armes, des Congolais, fabriquées au Congo, mais on devait encore continuer, mais on a lâché. Donc, des perruques que vous mettez à la tête du pays, ils vous volent et vous pensez que vous avez des hommes. Excusez-moi, j'allais dire des bétons, on ne sait même pas de quel type de béton. Vous êtes en train de parler de Chirokama Bitugani. Vous avez parlé, c'est quoi encore là? Chirokama, je ne sais qui. Chacun a un nom là. Non, je suis en train de parler de tous ces présidents-là qui sont passés. Ça va? Chacun a un nom là et vous pensez qu'ils sont forts. Ils sont forts où? Excusez-moi de le dire un peu directement, mais aussi cru. Parce que moi, ça me fait très mal. Quand les gens qui ont tué cette nation, qui n'ont pas fait en sorte que nous puissions avoir la macro-sécurité, ça va? Parce que c'est une question structurelle. Toute question de macro dépend de l'État. Comme la macroéconomie, ça va? C'est ça la grandeur. Ça ne dépend pas d'un individu, ça dépend de l'État. Toute une politique stratégique à mettre sur place. Petit à petit, là, vous voyez, la Chine monte en puissance. Ah ben oui, on doit monter en puissance. Une année, 5 ans, 10 ans. Tout un plan de 50 ans qui ne dépend pas de vos histoires là de je vais être candidat. C'est toute une nation qui décide. Mais vous avez des candidats, des politiciens, des autorités morales, des partis politiques tribalo-ethniques. Chacun pense que c'est Lubero, c'est Kikwit, ça doit être Walungu, et je ne reste que là, et on tue là chez vous. Non, les grandes idées stratégiques ne sont pas là, c'est où? Qui doivent s'appliquer. Parce que quand je parle de macro-structure, de macro-sécurité, il faut y mettre les moyens. Et ça devient urgent. Ça devient obligatoire. Mais elles préfèrent avoir l'argent, n'est-ce pas? Voler l'argent de l'État, ça va, distribuer à leurs petites femmes et leurs petits enfants et leurs petits enfants, plutôt que se charger de la question la plus importante pour la sécurité de la nation. Maintenant, la microsécurité, c'est là où nous y allons. Voilà. La microsécurité, ça concerne l'individu. Chers journalistes et chers téléspectateurs, la Constitution oblige aux garants de la nation et à l'armée de protéger, à la police, etc., de protéger tout Congolais partout où il est. C'est vrai, nous voulons parler de Goma, mais je ne voulais pas être aussi égoïste que ça. Parce que l'insécurité est tellement dans toute la République démocratique du Congo, là où nous avons des territoires non contrôlés depuis 20 ans. C'est-à-dire des groupes armés. On en a plus de 150, officiellement, qui ne sont absolument pas contrôlés. Comment vivent les Congolais là-bas? Comment vivent les Congolais qui sont là? Ils sont sécurisés par qui? Par quelle armée? Par quelle ANR? Puisque l'ANR n'a pas le droit d'être là, l'armée n'a pas le droit d'être là. Mais nous sommes dans quel pays là? Est-ce que c'est encore un pays?
C'est ça la grande réflexion. Parce que les gens pensent que la République démocratique du Congo, c'est Goma, c'est Kinshasa, c'est Lubumbashi, un peu les grandes agglomérations. Absolument pas. En termes des nations, on se pose vraiment la question, est-ce que la sécurité existe en République démocratique du Congo? Parce qu'en fin de compte, à Kinshasa, ce sont les Koulouna qui font la loi et effectivement les autorités morales. Quand ils doivent passer, hein, tout le monde doit voir que c'est lui qui passe. Et là, vous voyez la sécurité. Vous allez voir des bombes, mon frère. À ce moment-là, vous allez le voir. Et quand il y a marche, je pense que vous allez voir tous les agents de sécurité faire vraiment un boulot. Et vous dites, ils sont forts jusqu'à ce niveau. Ça va. Donc, je pense effectivement, nous avons un problème d'insécurité micro généralisé en République démocratique du Congo. Là, je parle de la sécurité vraiment en termes de force. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'insécurité, la nourriture, psychologique, etc. Alors, en ce sens-là, si nous retournons à Goma, Goma a un sérieux problème. Goma, c'est parmi les villes en République démocratique du Congo qui ont une croissance. Goma a une croissance exponentielle en termes économiques, en termes de toute population et tout le reste, même en termes d'électeurs, en termes d'attention même diplomatique. Ce qui fait que... On parle de 3 millions déjà. On ne sait même plus parce qu'effectivement, est-ce que vous savez que sur le plan statistique, quand on ne contrôle pas la population, c'est-à-dire on ne contrôle rien. Donc si nous ne savons même pas nous sommes combien à Goma, ce qui est malheureusement le cas, chers téléspectateurs, nous ne savons pas, j'ai mis ma petite main au cœur avec tristesse, nous ne savons pas nous sommes combien en République démocratique du Congo et nous ne savons pas nous sommes combien à Goma. On parle de 5 millions au total. Et nous avons un président de la République et des ministres et des ministres. Qu'est-ce qu'ils font? Ministre du plan. Oh, sur le plan stratégique, sur le plan des développements. Mais il y a des estimations. Exactement. Ça et 10 millions sur le plan des développements, vous ne pouvez pas faire une planification, c'est-à-dire un budget, si vous ne maîtrisez pas votre population. Donc tout ce que nous avons là, ce sont des approximations un peu enfantines. Mais sur le plan sérieux, ça va, vous devez connaître votre population et écart d'erreur, par exemple, de 5%. Mais or, vous êtes en train de dire on est à 3 millions. L'autre dit on est à 1,5 million. Écart d'erreur de 50%. Non, de 100%. Non, c'est quoi ça? Ce sont des écarts inacceptables. Il n'y a pas encore eu inacceptable. Oui, on pense qu'avant la fin de l'année, on aura toutes nos cartes comme ça a été promis par le Premier ministre. Mieux vaut tard que jamais. Mais d'abord, en attendant, aucune personne ne sait nous sommes à combien à Goma. Je dis aucune personne. C'est l'irresponsabilité. C'est juste les estimations. Notoire. Oui. C'est-à-dire, on peut nous infiltrer. C'est une des sources de l'insécurité urbaine. Oui. Parce qu'effectivement, quand est-ce qu'on saura que dans ces quartiers, il y a un étranger qui est arrivé? Quelqu'un est contrôlé, il est arrivé, il n'est pas arrivé, etc. On ne sait rien. On essaye, je félicite les Nyumbakumi, les chefs de quartier, mais je vous assure, ils ont un travail très difficile. Quelqu'un peut venir de n'importe où, il n'est même pas identifié, il n'a pas de carte, mais il va rester là, à l'aise. À l'aise. Il va dire que je ne m'étais pas enrôlé. Tout le monde n'était pas obligé de s'enrôler. S'enrôler, c'est pour les élections, théoriquement. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas obligé dans l'obligation légale de m'enrôler. Mais avoir une carte d'identité, oui. Je dois être identifié. Donc, vous présentez la carte d'enrôlement, qui est ce que nous avons depuis quelques années. Non, ça ne fait pas directement d'office une carte d'identité. Voilà pourquoi il y aurait une carte d'identité. Nous espérons, mais c'est-à-dire que nous venons de faire 18 ans, 20 ans, en train d'être dirigés comme un peu de cochons. Plus de 30 ans sans carte. Vous avez compris, hein? Un peu comme des cochons, on ne sait pas là où on va. Non, des cartes juste à imprimer. Comptez juste les gens. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va? Toi, tu viens de quelle colline, etc. Nous mettons, c'est un peu d'argent, il n'y a pas de problème. Nous sommes incapables. Au fond, nous ne sommes pas incapables. Je l'ai dit, c'est une stratégie du néocolonialiste, c'est une stratégie des gens qui veulent l'insécurité, que l'insécurité puisse continuer, ça va? Et ils ont fait ça sciemment. Peuple congolais, je vous l'ai dit, ils ont fait sciemment pour que nous ne puissions pas être capables de contrôler notre population, parce qu'effectivement, on ne sait pas à Nyiragongo il y a combien de personnes, ce qui fait effectivement que même quand on va amener plus d'1 million de gens qui vont sortir du Rwanda, de l'Ouganda, de l'Érythrée, on ne saura pas. Voilà pourquoi même le système 40 voleurs n'est pas identifié jusque-là. Mais il faut expressément. On sait que des présumés. Je précise expressément. Quand vous applaudissez vos autorités morales là, je ne sais même pas comment ça me fait mal. Parce qu'il le faut sciemment, ne pensez pas que c'est du hasard, messieurs les journalistes. C'est une stratégie. Vous m'avez parlé de stratégie. Il y a la stratégie qui est là, mise en place pour la destruction du Congo, pour la destruction de la sécurité urbaine, qu'il n'y ait jamais de sécurité au niveau urbain. Alors, il y a des viols, il y a des kidnappings, il y a toute forme. Je ne sais même pas en sortant d'ici si on va me tuer déjà moi-même. Donc, au fond, on ne sait même plus on vit comment. C'est-à-dire, les autorités jusque-là sont incapables de mettre un plan ou une stratégie. La question, c'est de quelle autorité nous parlons?
Si vous voulez me parler du maire de la ville, je dis non, là vous êtes trop bas. Parce qu'effectivement, vous avez compris que la matière sécuritaire... Mais c'est l'autorité urbaine. Je suis bien d'accord. Oui. Mais la matière sécuritaire, vous avez bien, on vient de me poser la question il y a quelques minutes, ça va. Les gouvernements provinciaux, même si c'était là, on est en état de chien, c'est encore pire. Mais si on est dans une situation normale, les gouvernements provinciaux n'ont pas une grande main sur la matière sécuritaire de la province. Allez poser à tous les députés provinciaux. Ils n'ont pas grand-chose à dire. Ce qui fait que la matière sécuritaire, c'est une matière d'une discrétion nationale. Bien sûr, on comprend, voilà pourquoi on a un général, mais qui ne dépend pas 100% du gouverneur. Un général, ceci, c'est là. Il dépend de Kinshasa. Il dépend de Kinshasa presque totalement. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez des bonnes solutions pour la sécurité de Goma, ça dépend plus de Kinshasa, qu'on ne vous trompe pas. Mais comment, quel est maintenant le rôle du maire de la ville et du gouverneur s'il doit dépendre de Kinshasa alors qu'il est au niveau local? C'est la raison pour laquelle nous voulions que certaines lois puissent changer et qu'effectivement cette décentralisation dont nous parlons puisse vraiment avoir, nous puissions avoir des conseillers municipaux et que chacun puisse jouer son rôle et que les 40% dont nous parlons des retenus à la source puissent être là. Parce que qu'est-ce que vous voulez que le maire de la ville puisse faire s'il a 5 jeeps, s'il a 10 jeeps, pour une population, comme vous le dites, de plus de 2 millions de personnes? S'il vous plaît, même pas un quartier. Il peut même être capable de contrôler un quartier. Ah oui, les gens pensent qu'il va contrôler avec sa tête et il est magicien. Ah, il va contrôler, il n'y a même pas de... On a proposé avec certaines entreprises des technologies à moins cher, quelques millions seulement. J'ai dit quelques millions pour mettre des caméras ABCD. Parce que des caméras de surveillance. Oui, des caméras de surveillance. La dissuasion fait dans des coins chauds, hein, c'est pas partout. Ne vous en faites pas. Dans des bien choisi dans des coins chauds parce que tout le monde peut passer. Surtout dans la commune de Carissi. Tout le monde peut passer par là. Si tu as volé de l'autre côté, franchement, tu dois passer quelque part. C'est-à-dire qu'au moins, ça va, on peut savoir où envoyer les renforts ou bien, etc. Vous pensez que c'est de la magie? Le maire de la ville, c'est un magicien, ça va? On doit mettre des policiers, comme on le dit, devant chaque maison. Ce n'est pas possible, c'est de l'intelligence. Là, nous rentrons encore à l'ANER. On a l'armée, on a la police, on a l'ANER et les autres services. Des MIAB, etc. Pas de problème, chacun doit jouer son rôle et chacun doit avoir le moyen, le minimum pour jouer son rôle. L'ANER a un rôle extrêmement important parce qu'on dit gouverner c'est prévoir. On dit mieux vaut prévenir que guérir. C'est-à-dire que les renseignements doivent être efficaces, mon frère. Avant même que les 40 voleurs puissent planifier leur coup, ça va, les services des renseignements, c'est déjà. D'une façon ou d'une autre, on ne peut pas tout savoir. Au fond, je n'ai jamais dit que l'insécurité sera à 0%, n'importe où, jamais. Mais au moins, partout il y a de l'insécurité. Mais quand même, il y a l'insécurité qui peut se contrôler avec des petites stratégies simples, des stratégies micro-sécuritaires, comme on a dit. Donc, on s'est dit, chaque individu doit être sécurisé. Chaque entreprise doit... Chez nous, c'est exagéré parce qu'il y avait des cambriolages. C'est ça le problème. Oui. Effectivement, si chaque individu doit être sécurisé, c'est vrai, on fait déjà des patrouilles. Mais je venais de vous le dire. Là où je vous parle, il y a 2 jours, ça va, on a volé à un de mes chauffeurs, ça va, des téléphones, parce qu'effectivement, il avait des pannes de carburant, dans ce sens-là, et bien il a perdu tout l'argent. Mais les motards, c'est chaque jour que ça se fait. Vous passez seulement à des coins, à Katoy, etc., ben c'est votre argent qui part. Un individu maintenant simple, c'est monnaie courante. Il y a des bandits qui se déguisent à motards. Il y a des postes, effectivement, qui sont connus. On a mis ces gens-là, là-bas. Tout le monde a dénoncé, allez, nous dénonçons, mais rien ne change. C'est-à-dire, effectivement, vous comprenez qu'apparemment, il y a une complicité au sommet même de à certains endroits de la province ou bien de la ville. Donc, c'est une question encore micro-sécuritaire où nous tous, nous devons nous réveiller et nous dire comment notre quartier doit être protégé. Ok, Excellence, Monsieur le Gouverneur, est-ce qu'on peut faire des patrouilles? Est-ce qu'on peut faire régulièrement Ici, je ne peux pas donner toutes les stratégies sur la télé, régulièrement après chaque 4 et 5 jours, parce que si nous diminuons la possession des armes, n'est-ce pas, dans la ville, je peux vous assurer que de toutes les façons, contrôler d'où viennent ces armes en réalité? Je viens de vous le dire, ça vient de Nyiragongo, ça vient dans les parcs, ça vient du Rwanda, ça vient même de certaines autorités, ça va. Qui dans des armes ici? Ben oui, qui vendent des armes, et ça vient aussi, ces mêmes armes-là c'est une arme des policiers qui tirent, mais qui n'est pas contrôlée. Combien de fois il y a des contrôles de manœuvres et de nos policiers? Parce qu'on doit contrôler, tu as combien de munitions? Tu as combien de balles? C'est quoi? C'est quand? Ça s'est fait, mais quelle est la légèreté avec laquelle ça s'est fait? Mais vous risquez de mourir. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir 3-4 rechargeurs qui ne sont pas contrôlés. Parce qu'au fond, quand nous mettons toute une stratégie de contrôle là-dessus, ça signifie que dès que ça tire, nous sommes déjà capables de contrôler. Ah, on a suspecté les camps Katindo. Tous les camps Katindo est bouclé. Chaque militaire doit montrer son arme et contrôler si au moins il a les mêmes balles.
Mais quand on sait que ça se vend ici comme des cacahuètes, ça peut sortir de Nyiragongo, tout le monde peut acheter des armes comme il veut. Vous comprenez? Non, les contrôles deviennent... Je pense qu'ils sont même découragés. Comment vous allez contrôler? Non, c'est ton arme qui a tiré. Non, n'importe quel pays, il a 5 armes, incontrôlées, etc. On a des gens qui ont dans leur maison des armes comme pas possible, ils les achètent à $50, $100. C'est-à-dire effectivement qu'il y a des mesures préventives. Mais ça coûte, je vous ai dit. Mais ça ne coûte pas l'impossible. Ça coûte ce que ces voleurs qui volent la nation sont en train de voler. Plutôt que mettre ces moyens-là, ça va auprès de... Non, je cause avec pas mal d'autorités, aussi militaires. Ils disent, Dadi, vous voulez que nous puissions faire quoi? Que moi-même, je suis en train de dormir chez moi. Si je n'ai pas d'unité, je fais quoi? Juste des unités pour appeler des renforts. J'ai dit, juste la batterie finie, il n'y a pas de courant. La batterie finie, il n'y a pas de courant. Oui, il peut y avoir des Motorola, mais ce n'est pas chargé. Depuis 3 jours. C'est ce qu'on appelle les services. Depuis 3 jours. Qui n'ont pas de carburant dans leur véhicule. Je vais répéter combien de fois ça nous est arrivé. Ils n'ont pas de carburant. Vous voulez quoi? Vous allez condamner celui-là. Donc vous voulez que ces militaires, ces conducteurs, puissent inventer les carburants. Comme ça, ils viennent vous sauver. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Payez-nous d'abord. Vous voyez, les kidnappings, quand ça arrive un peu pas mal de fois, ils sont dans l'obligation de vous dire non, mettez d'abord les carburants. Ils en profitent aussi. Mettez les carburants, c'est à ce moment-là que... Non, si tu es un enfant de pauvre, franchement, et on a kidnappé ton enfant, je t'assure, hein, tu risques bien de traînailler, il n'y a personne qui va descendre. Oui. Mais même s'il y a des voleurs, tu vas accuser. Ça nous est arrivé, ça m'arrive, même là où je vous parle, j'ai des cas comme ça. Vous allez à la justice, vous dites, je ne peux pas me faire justice, je dois suivre la loi. Depuis que vous êtes là, vous avez même un mandat d'arrêt de quelqu'un. Mais pour aller arrêter la personne, dit, je n'ai pas de carburant. Merci. Il n'y a pas de motivation. Non, vous comprenez? Oui. L'insécurité urbaine a beaucoup de connotations. Chaque individu, chaque entreprise, d'une façon d'abord structurelle, doit être sécurisé. Et il y a beaucoup de méthodologies. Il doit y avoir des postes assez clairs. Il doit y avoir du matériel clair, capable, performant. Une ville de Goma sans caméra, je peux vous le dire. Non. On aura toujours de l'insécurité un peu grandissante. Mais dès que vous avez des caméras, mon frère, ça va. Et dès que vous avez des outils, des suivis, et qu'une seule personne, s'il vous plaît, la première fois qu'on entendra encore une fois des 40 voleurs, tous les moyens de l'État doivent être mis en jeu pour arrêter ces 40 voleurs. Même s'il y a un général dedans. Ça va faire en sorte qu'il y ait une dissuasion. Un seul individu qui vient de piller, qui vient de voler, ça va, une maman, on doit mettre tous les services. Parce qu'effectivement, la dissuasion, c'est quoi? Dès qu'il y a un voleur, dès qu'il y a un malfrant, c'est effectivement que oui, je peux tuer. Mais dès que je tue, je suis arrêté. Non, écoutez, je dis ceci. Chers amis, nos services font beaucoup d'efforts. Peut-être que vous êtes en train de mal me comprendre. Nos services font beaucoup d'efforts déjà, mais il y a beaucoup d'imperformances. Nos services font avec ce qu'ils ont. Quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 3 jours, il va faire des rondes la nuit. Ça va? Je le dis parce que j'ai le courage de le dire. Les militaires qui font les rondes la nuit, il n'a même pas de café. Combien de militaires vous le voyez circuler avec des gourdes, des cafés, etc. Bon, il sort à 20h, ok? Il doit rentrer à 4h. Même pas de café, même pas de biscuits. Il va faire quoi? Il va se servir dans la population. La grande force, c'est à qui? Oui, on va parler de morale, ça nous sommes d'accord, mais quand même, il fallait lui donner, ça va, des gourdes, de collation, etc. Il va faire des rondes, il sait qu'il a des biscuits. À un moment, il est là, il prend un peu son café et il prend un peu de biscuits. Voilà, quand même de 18h ou bien 19h à 6h du matin. Sans même avoir des cafés. Vous êtes en train de circuler. Oui, nous sommes d'accord, on dit on se sacrifie, mais quand même, il y a des niveaux. Et c'est dans le froid. Quelle est la tenue qu'il a? Combien de militaires vous les voyez avec je vois quand même ces derniers temps, mais maintenant il y a des nouvelles tenues qui sont venues avec un peu de par-dessus, etc. Non, il doit être bien équipé. Ce n'est pas parce que vous êtes militaire que vous n'avez pas peur du froid. Non, le froid est là, le froid existe. Oui. Mais c'est ça, c'est la réalité. Donc, quand nous parlons des stratégies micro-sécuritaires, nous descendons au plus bas. Des stratégies où les quartiers, par exemple, pour nous, aujourd'hui, on doit avoir des jeunes parce que nous n'avons pas assez d'unités. À ce moment-là, on devait permettre aux jeunes de faire des patrouilles avec les militaires. Là, ça devait être dans l'article 63. Vous comprenez? Parce que la ville est en danger. La ville était en danger ici à Kibumba, à Sak, etc. Donc on devait se défendre. Là, je parle des Goma, mais ça devait s'appliquer dans toutes les villes, toutes les agglomérations où le peuple doit se protéger, comme un peu en Ukraine.
Mais on laisse les peuples un peu comme si la sécurité ne la regardait pas. Absolument pas. Ça, ce sont des stratégies micro-sécuritaires où nous avons des points bien contrôlés. Article 63 de la Constitution, nous formons temporairement 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. On te donne d'armes, mais contrôler, ce n'est pas les désordres. Toute une stratégie, comme je l'ai dit, je ne peux pas tout dire à la télé, mais c'est un plan applicable. Et je vous l'ai dit. L'ennemi qui vient du Rwanda, sachant tout simplement que nous appliquons un tel plan, que dans chaque quartier, il y a des jeunes bien formés, il y a des jeunes prêts à se battre, ça va, il y a l'armée qui est en première position, il y a la police qui fait son travail, là tout simplement, donc mettre en place des stratégies macro-sécuritaires et des stratégies micro-sécuritaires qui dépendent de nous, aucun ennemi ne va nous... Merci professeur, on va finir cette émission, mais avant de terminer, en conclusion, quelles sont les recommandations que vous pouvez donner aux autorités compétentes sur les plans macro-sécuritaires et sur le plan micro-sécuritaire? 4 recommandations. 4 recommandations, bon, je ne sais pas, il y a plusieurs recommandations, mais je pense effectivement, vous pouvez prendre, elles peuvent prendre en considération notre philosophie Koujitegeme, parce qu'au fond, notre philosophie dit tout simplement que nous devons tourner, ça va, toute la question sécuritaire vers l'intérêt du peuple congolais. C'est-à-dire, effectivement, en termes de structure, ça va, ils doivent comprendre que maintenant, là, les camps que nous avions avant, c'était les Belges qui avaient fait ces camps-là, en grande partie. Nous devons maintenant faire des camps, des grands camps par rapport à l'intérêt du peuple congolais. Ils doivent comprendre effectivement que les équipements que nous devons avoir doivent être performants. Et on en a parlé ici, et je pense que cette usine des armes va commencer à avoir les jours. Félicitations au gouvernement. Nous devons être capables de fabriquer nos propres armes. Ça va? Mais je l'ai dit, on doit faire un plan de 5 à 10 ans pour commencer à avoir des armes de destruction massive. Et par après, on peut se permettre d'avoir des armes nucléaires dans ce sens-là. Parce que la République démocratique du Congo, c'est la gâchette de l'Afrique. L'Afrique doit être comme l'avait dit Franck Fanon. Oui, l'Afrique doit être capable d'avoir 2-3 nations qui ont aussi des armes à dissuasion massive. Si quelqu'un va penser que nous sommes irresponsables, eh bien, allez poser la question aux Américains, aux Russes, et pourquoi et en non. Ça va? Non, je vous dis, les autorités morales vont dire dit n'importe quoi. Vous comprenez? Parce qu'ils ne comprennent rien. Elles ne comprennent rien. Elles ont tellement peur. Et je vous l'ai dit, nous allons avoir des armes de destruction massive. N'ayez pas peur. Nous allons négocier avec les Américains, nous allons négocier avec les Russes, nous allons négocier avec tout le monde, mais en nous imposant. On ne peut pas négocier en position de faiblesse comme si nous devons laisser rester une nation faible. Parce qu'au fond, c'est ça la force du néocolonialiste. Ça va? Parce que si tu blagues, ils tirent sur toi. Alors, nous devons y aller intelligemment. Et là, je propose la stratégie, ça va, de l'intelligence déconstructive, s'il vous plaît. On ne le fait pas n'importe comment. Donc, il y a plusieurs propositions pour que nous puissions avoir au moins une stabilité macro-sécuritaire et au même moment y appliquer des stratégies micro-sécuritaires. Merci beaucoup, professeur Dadi Saleh. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. En tout cas, nous avons parlé de l'insécurité. Il a été quand même beaucoup de stratégies, beaucoup de faiblesses, notamment sur les plans macro-sécuritaires et sur les plans micro-sécuritaires. Mesdames et messieurs, en tout cas, je vous retrouve à la semaine prochaine pour un autre numéro dans cette émission. Monsieur le professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, au revoir.